Vous aimez la France? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre. Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir à travers 100 lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie. Aujourd'hui, c'est un voyage dans les îles de la Méditerranée que nous vous proposons. Des îles de Lérins à Porquerolles, en passant par l'archipel du Frioul sur la rade de Marseille, vous serez subjugué par un patrimoine maritime remarquable et par les richesses naturelles de nos petites îles méditerranéennes. Sur l'île de Saint-Honorat, les moines cisterciens nous ont exceptionnellement ouvert les portes de leur monastère. C'est merveilleux cet endroit. Ce jardin ouvert sur le ciel, c'est une invitation à la contemplation. Au cœur de l'archipel du Frioul, vous découvrirez comment Alexandre Dumas a rendu célèbre le château d'If dans le monde entier. Dumas va revenir au château d'If et découvre le fameux trou qu'il a imaginé dans son roman. Qui a fait ce trou, Armel? Ce sont les gardiens de la forteresse. À Porquerolles, vous partirez en balade entre ciel et mer sur les sentiers de cette île paradisiaque. Ouais, j'aime bien venir ici, c'est un endroit magnifique. C'est très beau. Pas de L'apaisement. maison, pas de bateau, personne. Prenez la barre et cap au sud pour un surprenant voyage. Notre exploration en Méditerranée débute sur l'archipel de Lérins, au large de la ville de Cannes. À 15 minutes de la côte, l'archipel est constitué de 2 îles situées tout près l'une de l'autre. 2 îles au passé bien différent. Jacqueline Beneza est tombée amoureuse il y a 40 ans de la plus grande d'entre elles, l'île Sainte-Marguerite. Depuis près de 20 ans, cette Cannoise d'adoption est la présidente de l'Association des Amis de Sainte-Marguerite, une association attachée à la préservation et à la promotion de ce petit coin de paradis. Ce matin, Jacqueline nous emmène à la découverte de l'emblème de l'île, le Fort Royal. Christophe Roustan de la Tour, un passionné d'histoire, directeur adjoint des musées de Cannes, l'y attend. Alors ici, Jacqueline, c'est vraiment l'endroit où on comprend pourquoi une forteresse a été construite sur cette île et à cet emplacement. Ah oui, parce que c'est une situation vraiment extraordinaire. Le Fort Royal est un édifice rare, inchangé depuis que Vauban, le célèbre architecte militaire de Louis XIV, le remanie au XVIIIe siècle. Mais ce que les fouilles archéologiques ont démontré, c'est que dès l'époque romaine, ce lieu eut une fonction militaire. On est tout proche du littoral et donc on peut contrôler tout cet espace énorme, le golfe de la Napoule, le golfe Juan. On est à la jonction des deux et tout le commerce maritime passe par ici depuis l'Antiquité. Alors regarde ce paysage justement. Quelle merveille et quelle immensité surtout. Donc c'est vraiment un emplacement extrêmement stratégique et important depuis des siècles. Et ça, qu'est-ce que c'est, ces bâtiments? Ces bâtiments-là, oui, ce sont les casernes, les anciennes casernes de la troupe, de la garnison. Alors ça, c'est Vauban qui a décidé de surélever ces casernes à la fin du XVIIe siècle. Et on voit là sur 2 étages. J'apprends. Oui, il logeait les sous-officiers dans les pignons et la troupe dans le reste du bâtiment. Très organisé toujours avec Vauban.
Et il restait combien de temps en garnison, là? C'était... Et ça dépend, c'était des compagnies qui venaient de toute la France et qui tournaient. Et il y avait les familles, épouses, enfants. Ah oui. Et le fort fonctionne comme une sorte de petit village, avec ses naissances, ses morts, ses mariages. Et dans ces casernes, ils étaient combien? Ça dépendait des époques. Et c'est très variable, entre 150, peut-être 400. Mais on a un bâtiment qui nous donne un petit peu une idée de combien il pouvait être au XVIIe siècle. Tu vas voir, c'est quelque chose d'unique. Grâce à Christophe, Jacqueline a la chance d'accéder à un lieu pour l'instant interdit au public. Ça m'intrigue terriblement. Regarde-moi ça. Alors, on pénètre dans quoi? Alors voilà, on est dans l'ancienne boulangerie du Fort Royal. Ah! Voilà, et regarde ça, ce magnifique four. Regarde-moi cette merveille, profondeur de four. C'est immense. Il est en parfait état, en plus. Oui, c'est un four de cette taille-là. On estime qu'on pouvait faire peut-être 250 ou 300 pains par jour. Donc ça te donne une estimation de la taille de la garnison à cette époque-là. Et ça nous donne des indications, comment les gens vivaient ici, quel était leur quotidien, comment s'était organisé finalement une vie en garnison ici au XVIIe. On va continuer la visite? Tout à fait. Une vie de garnison, mais pas seulement. En 1687, Louis XIV ordonne la construction d'une prison d'État dont il sera impossible de s'évader. Le roi veut y enfermer le plus mystérieux prisonnier de l'histoire de France. L'homme au masque de fer. Mais pour quelle raison? Qui était cet homme? Cette énigme inspire depuis plus de 3 siècles écrivains, artistes ou historiens, comme Christophe, qui travaille depuis plusieurs années à percer ce secret. Alors, tu vois, là, on est dans le bloc masque de fer. C'est toute la partie qui a été construite exprès pour le prisonnier. Regarde, on a la porte d'origine. Et le petit détail, les gonds sont inversés. On ne peut pas dégonder cette porte. Voilà, je t'invite à rentrer. Et il y a une deuxième porte. Et une deuxième porte, il y en avait une troisième à l'époque, qui a disparu aujourd'hui. Donc on a une cellule qui est très vaste, on a une très grande fenêtre. Attends, regarde, on va ouvrir. Une grande fenêtre, mais avec 1, 2, 3 grilles. Il y a une petite particularité sur ces grilles. Elles sont en quinconce. Ouais, les barreaux sont décalés. Ça empêche quiconque de lancer un objet à l'extérieur, par exemple, de communiquer. En fait, toute cette cellule est construite autour de la sécurité, tu vois. Et en même temps, il y a du confort. Donc ici, on pouvait vraiment avoir quelque chose de très confortable, avec le mobilier, bien sûr, qui a disparu. Et tu vois, c'est la seule cellule qui soit décorée dans la prison d'État de Sainte-Marguerite. Qui pouvait être ce prisonnier pour avoir ce confort? Justement, c'est la question qu'on se pose depuis 3 siècles et demi. Maintenant, on a un nom à proposer. Le prisonnier s'appelait Eustache d'Auger. Et qu'est-ce qu'il a fait surtout au roi pour mériter d'être enfermé ici? Qui c'est ce prisonnier qui a droit à tant d'égards, qui est escorté par 45 mousquetaires avec un masque d'acier sur le visage? Ça laisse la porte ouverte à plein d'hypothèses, plein de... Il y a eu 52 hypothèses qui ont été présentées. Moi, je pense qu'on a affaire à un proche parent de Louis XIV, quelqu'un qui menaçait le pouvoir royal. On est dans un monde du silence, un monde du secret absolu. C'est un vrai secret d'État. L'identité véritable du masque de fer ne sera peut-être jamais résolue. Seule certitude, après 34 années de captivité, le personnage meurt à la Bastille en 1703. Aucun de ses restes n'a été retrouvé. Le secret de l'homme au masque de fer demeure l'un des mieux gardés de l'histoire de France. Si le Fort Royal est l'étendard de Sainte-Marguerite, l'île peut aussi s'enorgueillir de posséder près de 160 hectares de pins et d'eucalyptus centenaires. Les Canois la surnomment la forêt sur l'eau. Là, tu vois, Jacqueline, on est vraiment que sur de la forêt avec du maquis. Un domaine sur lequel veille chaque jour Éric Tassonne, le garde forestier en charge de sa préservation. Qu'est-ce qu'on trouve comme essence sur l'île?
Alors, tu as toutes les essences du maquis provençal. Hein. Tous les grands arbres et tout ça, c'est essentiellement des pins d'Alep et du chêne vert, des cyprès, des arbres de Judée, des eucalyptus aussi. Venus d'Australie, les eucalyptus sont les grandes stars de Sainte-Marguerite. Introduits sur l'île en 1865 par le duc de Broglie, ils sont les plus vieux d'Europe, mais aussi les arbres les plus menacés à cause des sécheresses et d'insectes particulièrement ravageurs. Malheureusement, on vit les derniers instants de cette allée. Jacqueline, tu vois, donc ce sont des arbres qu'on surveille de près hein, pour des histoires de sécurité. On surveille toutes ces fissures, Oui. les champignons qui peuvent sortir. Donc ils sont vraiment très creux. Il peut y avoir une fragilité qui veut le faire tomber. Ça, c'est un arbre qui n'a pas un très très grand avenir. Mais bon, il est encore vivant, donc on va essayer de le garder le plus longtemps possible. Mais ils sont attaqués de toutes parts. Ah oui, de toutes parts, oui. On a des insectes qui viennent d'Asie, qui sont arrivés ici sur l'île il y a quelques années et qui provoquent des dégâts considérables sur les branches et tout ça, jusqu'à faire mourir l'arbre. Hein. D'ailleurs, regarde, je te montre. Voilà un petit peu le longicon qui est à peu près gros comme mon petit doigt. La femelle pond ses œufs. Hein. Et puis après, les œufs, ils se développent en larves et ils mangent juste le dessous de l'écorce. Voilà, juste là, cette partie qui est là. Alors. Voilà. Et donc ça coupe toute la circulation de sève et la branche, elle meurt. Et est-ce qu'il y a un traitement Non, il n'y a aucun traitement. Non, il n'y a pas de traitement. Non. C'est celui-là qui m'inquiète un petit peu. Ah ben tiens, il a perdu des branches. Donc on s'aperçoit qu'ils sont malades quand Bien les sûr. branches commencent à sécher. Tu vois, ça a été mangé. C'est tout ce qui reste Ouh là de là. ce qu'il a. Ils réduisent en poudre carrément. Ah oui, regarde. C'est impressionnant le travail de ces bestioles. Je crois que lui, il est condamné. Malheureusement. Donc là, il y a trop de risques. Mais Voilà, j'ai fait il va une être- croix. Il va être coupé en bas. Ici. Ah, carrément au Voilà. rang. Oui, oui. C'est quand même dommage, des arbres aussi hein, imposants, importants. C'est détruit en quelques mois. Ça va très vite. Hein. C'est triste. Et il peut repartir. Il peut repartir, je vais aller t'en montrer un. Donc il est juste là, un petit peu plus loin. Il faut tout tenter, c'est certain. Tu vois, Jacqueline, la future allée des eucalyptus, si on arrive à les sauver, pourra être avec des arbres comme ça. Il y a un bourgeon qui était sous l'écorce, au niveau du sol, qui a repoussé. Et voilà ce que ça a donné. Un nouvel eucalyptus. Un magnifique eucalyptus sain. Il est bien vigoureux. En fait, lui, il a exactement le même âge que lui. C'est-à-dire que si lui, il a été planté en 1865, eh bien, lui, il est de 1865 aussi. Il a 160 ans aujourd'hui. Il y a une continuité. Une continuité, oui. C'est un espoir peut-être pour l'allée justement des eucalyptus. Ben, c'est la seule solution que l'on ait de pouvoir la maintenir longtemps. Mais c'est loin d'être gagné. Impossible pour Jacqueline de quitter son île de cœur sans faire un petit tour à la pointe ouest de Sainte-Marguerite, tout près de l'étang du Bataiguier. Ben là, on est vraiment à la liaison de deux mondes, hein. La mer d'un côté et la terre de l'autre. Hein. Et puis, c'est un des panoramas les plus époustouflants de l'île. Hein. Donc, on a la pinède ancestrale qui est là. On aperçoit l'étang du Bataiguier qui est ici, derrière. Et puis, quand on se tourne à peine, ben, on a tout le massif de l'Estérel en face de nous. C'est vrai, ça rassemble toutes les beautés naturelles. Oui. Il y a pire comme bureau. C'est de loin, ouais, une des plus belles vues. Côté sud, c'est la petite île Saint-Honorat qui s'offre au regard. Saint-Honorat abrite l'un des plus vieux monastères d'Occident. Depuis 16 siècles, l'île est la propriété de moines cisterciens. Jacqueline nous emmène à présent à la rencontre du frère Vincent, le benjamin de cette communauté.
Aujourd'hui, 20 moines vivent à l'abbaye toute l'année. Une vie rythmée par le travail et la prière, les deux piliers qui régissent la vie des moines cisterciens. Bonjour frère Vincent. Bonjour Jacqueline. Merci de m'accueillir dans votre monastère. À quelle époque a été fondé ce monastère? L'abbaye a été fondée au début du 5e siècle par saint Honorat et s'ouvre alors une histoire de 16 siècles d'histoire monastique. Je vous propose que nous allions visiter la clôture de l'endroit où nous vivons, les frères. Donc c'est un petit bijou médiéval au cœur de l'abbaye. Voilà, donc on va aller jusqu'au cloître. C'est merveilleux cet endroit. Ce jardin ouvert sur le ciel, c'est une invitation à la contemplation. C'est une merveille. C'est un symbole un peu du jardin du paradis. Ça inspire au recueillement. On y passe quotidiennement, sans arrêt dans la journée. Habituellement, pour nous, c'est un lieu de silence. Le matin, ici, vous avez la cloche qui sonne le réveil. Donc à 4h10 le matin, il y a un frère qui vient ici et qui va sonner le réveil. Et puis après, tout au long de la journée, vous allez entendre les cloches sonner pour appeler à la prière. Qu'est-ce que c'est cette grande pièce? Alors cette pièce, c'est notre réfectoire. Donc c'est là que tous les jours, pour le déjeuner, le dîner, le petit déjeuner, on vient prendre les repas. Comment se passent les repas? Alors les repas sont habituellement en silence, donc les frères sont disposés chacun à leur place. Un frère va faire la lecture depuis le pupitre là, qui est en haut. Et deux frères vont faire le service. Se servir les uns les autres, c'est quelque chose qui est très important pour nous dans la tradition monastique. Alors nos repas sont assez rapides, parce qu'en fait, quand on mange en silence, l'inconvénient, c'est qu'on a tendance à manger vite. Donc c'est à peu près 20 minutes le déjeuner, et puis un quart d'heure le dîner. Voilà. Donc c'est ça, c'est un peu, en rigolant, on dit souvent on mange un peu au lance-pierre, quoi. Vous avez des places attribuées ou... Alors les places sont attribuées par ordre d'ancienneté. Le père abbé est au centre, donc là il a la petite cloche pour lui permettre de sonner la fin des repas. Moi, je suis admirative de cette... c'est une fresque ou... Alors non, c'est pas une fresque, c'est une toile qui est marouflée sur le mur. Une très belle œuvre d'art qui date de 1900 exactement. Elle a été réalisée par le peintre marseillais Henri Pintat, spécifiquement pour le lieu. Donc Henri Pintat était venu sur place et le projet même était de peindre tout le réfectoire. Il a réalisé seulement cette magnifique scène qui s'harmonise bien avec la pièce. Et le Christ, il a son auréole. Voilà, il a son auréole et il est entouré donc des apôtres. Elle est classique, mais... Oui, voilà, c'est sûr que là, on pense tout de suite à la scène de Léonard de Vinci, qui était aussi faite pour un réfectoire. Elle est très belle, très très belle. Sur la pointe sud de l'île, le frère Vincent invite Jacqueline à découvrir un autre joyau architectural. Aujourd'hui en restauration, cette tour de défense fut édifiée par les moines au XIe siècle afin de leur permettre de se protéger en cas d'attaque. Les frères, en cas de menace, de péril, ils couraient se réfugier dans la tour pour se mettre à l'abri. La chose vraiment surprenante, c'est qu'en 1390, ils vont décider de s'installer en permanence dans la tour. Et ils vont pendant 4 siècles occuper la tour et donc s'y installer et à l'aménager, la transformer pour y retrouver donc un cloître, l'église abbatiale, le réfectoire, donc tous les éléments indispensables à un monastère. Cette tour devient un monastère condensé dans une tour et ça c'est vraiment unique au monde. C'est une construction exceptionnelle. Ah oui, et c'est lié à l'exiguïté de l'espace. Ils ont eu cette idée de développer un cloître sur la hauteur avec 3 niveaux. Et ils ont récupéré donc, ces granites qui viennent d'Égypte, des marbres qui viennent de Turquie, donc c'est assez étonnant. On peut voir ici, on a 12 colonnes de marbre de Gênes qui ont été commandées et sculptées au XVe siècle. On sait que très peu de temps après la construction de ce cloître, ils étaient environ 40 moines à vivre dans la tour. 40 40, oui. Donc,
Et en fait, on connaît la raison vraiment pour laquelle ils se sont réfugiés dans cette tour défense. À ma connaissance, on n'a pas encore trouvé. Alors peut-être qu'on va trouver, hein, parce qu'il y a encore beaucoup d'historiens qui travaillent sur l'abbaye. Donc il y a toute une équipe d'archéologues là, qui actuellement fait des travaux. Donc peut-être qu'un jour on retrouvera. Qu'elle possède un passé militaire ou religieux, les îles de Lérins renferment encore bien des secrets. Peut-être enfouis à jamais dans les flots de la Méditerranée. Une mer, du côté de Marseille, que Fanny Havas connaît bien. À bord de son Coco, une barquette marseillaise traditionnelle, la jeune skippeuse emmène été comme hiver des visiteurs à la découverte des archipels marseillais. Moi, je viens de Neuilly-Plaisance, à côté de Paris, et je suis arrivée dans la région il y a plus de 10 ans pour faire mes premières expériences professionnelles. Je ne connaissais pas du tout la mer. Quand j'ai découvert la voile, ça a été un déclic. J'ai tout de suite été pris d'amour par le vent, les éléments. Je suis toujours impressionnée. Le ciel change tous les jours, le vent, ça change tous les jours. La mer, elle n'a jamais la même couleur. Quand je vois l'hôpital Caroline du Frioul ou le château d'If, je suis hyper heureuse. Ce sont toutes ces merveilles que Fanny aime partager. Mais pour l'instant, la capitaine de Coco accoste au débouché du Vieux-Port dans l'anse du Pharaon, où vit son ami Denis Borg. Le retour de Coco. Hello, ça va Denis? Très très bien. Allez, Bravo, je peux bravo. te claquer une bise enfin. Ça se mérite d'arriver ici. Denis est l'un des derniers charpentiers de marine traditionnels dans la région. Celle-là. C'est dans son chantier naval que Fanny a pu entièrement restaurer son bateau. Ah, voilà. Ça, je la connais. Ça, c'est la mascotte du chantier comme la tienne. Barquette Lily. La barquette est à Marseille, ce que la gondole est à Venise. C'est ce qui a été importé en même temps que le flux migratoire des gens qui venaient du grand sud de l'Italie, milieu 19e siècle. Cette main-d'œuvre est venue apporter son savoir technique et culturel, ce qui fait donc la singularité de ces bateaux par rapport à ces charpentiers qui venaient du grand sud de l'Italie. C'est au niveau de l'avant, l'étrave, ce qu'on appelle ici le capian. Allez, vas-y, montre-moi. Tap, tap, tap. Le capian, voilà, cette étrave ici, avec ces deux joues latérales, c'est quelque chose de très phallique, hein. Le mythe dit qu'on va demander à ce que la mer soit fertile pour que le pêcheur puisse ramener du poisson et qu'il n'ait pas trop de problèmes à la navigation et qui conjure un petit peu le mauvais sort. Et tu sais comment on les appelle ici? Les barquettes. Voilà, et il y en a qui appellent ça pointu. Les pointus parce qu'ils ont le nez pointu et l'arrière pointu. Et alors, surtout le pourtour méditerranéen, on retrouve ces bateaux qui sont pointus des deux côtés. C'était des bateaux avec lesquels les pêcheurs travaillaient. Ils avaient des durées de vie qui étaient de 30-40 ans à peu près, et le fils qui venait prendre la relève, eh ben, on allait recommander auprès du charpentier de marine un nouveau bateau. Ça a évolué, c'est ça? Le bateau a évolué et est allé vers ses formes idéales. Et c'est très certainement pour ça qu'on a encore les barquettes ici, qui passent très bien la vague. Quand on a le vent qui se lève ou formé, on peut facilement passer le clapot et rentrer se mettre à l'abri. Et qu'est-ce que tu fais sur Lily alors? On va faire de la peinture, on va remotoriser, on va pérenniser quelques entrées d'eau. Mais là, on est sur quelque chose de très fermé, hein, pas très visuel au niveau charpente. Ouais. Mais à côté, on a un joli programme de restauration sur un bateau de 6,50 m. Ah oui? On va découvrir l'architecture naissante d'un nouveau plan de pont, d'une D'accord. barquette qui date de 1968 et qui servait à la balade et aussi qui a dû servir aussi à la pêche peut-être. Elle va être aménagée avec un roof, un véritable lieu de vie, petit lieu de couchage et de bivouac avec la possibilité, comme sur ton bateau, de pouvoir cuisiner, avoir un point d'eau douce. Ça me fait penser à Coco, mais en pire, tu vois. Quand je l'ai amené, il y avait au moins une couchette. Là, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et comme il reste encore pas mal de choses à faire, tu vas avec moi calfater, c'est-à-dire de faire l'étanchéité du bateau. Okay. Je vais te faire voir le geste. Oui. C'est une opération très sensible. Hein. T'as pas le droit de te rater, et moi non plus. Le but du jeu, c'est de venir coincer le coton, d'accord? D'accord. Et ensuite, essayer de le rentrer. Avec la particularité, c'est en le faisant rentrer, de le faire tourner, tu vois, qui tourne là. Alors, en tournant, C'est beau. il se tend. En se tendant, il devient dur.
Et en devenant dur, on a quelque chose de très statique. On ne va pas le rentrer simplement en forçant, mais il faut s'exercer à ça. Ok, j'essaye. Ouais. J'ai vu que tu as pris le cordon, donc tu l'as vrillé. Tu le toronnes. Tu l'as tourné, pardon. J'ai l'impression d'avoir tellement de choses dans les mains. Vas-y, vas-y. Je sens que déjà, Denis va pas être content. On continue? 1 centimètre, bravo. Ça avance. C'est cool, tu pourras le faire sur Coco maintenant que tu sais le faire. Tu n'auras plus besoin de moi. Si j'ai une voix d'eau, je repenserai à ce que tu me dis. Bravo, c'est assez. Tu vas l'enlever. On peut le laisser? Tu fais le dernier Allez, mètre? on va faire peut-être pas 1 mètre, mais on va... Denis, tu savais, toi, que tu ferais charpentier? Papa était charpentier de marine, et grand-père aussi. Ce sont des Italiens qui sont venus de Tunisie, qui ont pris la nationalité française dans les années 50, 60. Et j'ai traîné avec papa, tout petit. Mais après, c'est un métier, hein. Il ne s'agit pas d'être à ses côtés pour... il faut faire ses preuves. Ça t'a pris beaucoup de temps, ça? Ah, ça m'a pris entre 5 et 7 ans. Est-ce que vous êtes encore nombreux à effectuer ce travail de charpenterie marine traditionnelle? On n'est plus du tout très nombreux à être restaurateurs de bateaux en bois. Et on espère que ça ne se perdra pas. Voilà, c'est surtout ça, parce que derrière tous ces gestes, il y a des années d'apprentissage, il y a des années d'histoire qui ont été transmises de génération en génération. Et il faut continuer à faire briller Marseille aussi à travers de son artisanat local, qui est très caché malheureusement. Bon, ben merci pour la visite, Denis. Parfait, on va t'aider à décoller de l'atelier. Et en tout cas, bravo pour l'aventure que tu vis avec Coco. Ça, c'est fabuleux. Après cette petite halte chez Denis, Fanny quitte l'anse du Pharaon pour mettre le cap sur l'archipel du Frioul. À 2 km du Vieux-Port, cet archipel constitué de 4 îles au relief accidenté était il y a 2 millions d'années relié à la Terre par un isthme. Mais aujourd'hui, c'est bien par la mer que Fanny regagne l'île d'If. C'est l'île la plus célèbre de l'archipel, grâce à son fort construit par François Ier en 1524, afin de défendre l'accès à Marseille. Fanny a rendez-vous avec Armelle Baduel. Fanny, on va arriver devant le château. L'administratrice du château veille depuis 25 ans sur ce trésor du paysage maritime marseillais. On va rentrer au cœur de la forteresse, qui est une cour à ciel ouvert. Ah ouais. Ben, je pensais pas que c'était si petit. C'est la cour où la garnison vit. On a des casemates à l'étage où se trouvent les officiers et les galeries pour accueillir la garnison tout autour de cette cour. Par la suite, le château d'If devient prison d'exception. On entasse les prisonniers dans les galeries, dans les casemates. Qui étaient ces détenus? Les plus célèbres sont les 48 arts. Au XIXe siècle, tout opposant monarchie, république, empire, à Marseille, se retrouve au château d'If et au Fort Saint-Jean. Et pour qu'il n'y ait pas une insurrection à l'intérieur du château d'If, le préfet va leur donner des outils et ils vont créer un véritable mémorial. Alors c'est unique, hein, ce mémorial, on le retrouve nulle part ailleurs. Ouais, effectivement. Ils gravent leur nom. Et certains sont ornementés de petites chaînes qui rappellent la chaîne de l'enfermement. Ah ouais. Ou ailleurs, on pourra voir, par exemple, l'attribut du métier, c'est la vasque que l'on utilise chez le barbier. Voilà, ça. Ah, ça c'est. Il y a son nom. C'est ce qu'on met voilà, là. c'est ce qu'on mettait ici. Il a reproduit pour dire moi j'étais barbier. Voilà. C'est original. Moi je trouve que le summum, ils ont inscrit leur devise qui est Hôtel du peuple souverain. C'est la devise des prisonniers, des 48 arts, qui continuent leur combat et qui désirent que ça soit retransmis aux générations futures. Et ils ont gravé ça à la porte, c'est majestueux. Ces graffitis nous permettent de comprendre l'histoire de la prison du château d'If.
Il faut savoir qu'ils sont jusqu'à 200. Ah, il y avait jusqu'à 200 prisonniers. Les uns sur les autres. Ok. On ne vit pas dans la prison du Château d'If, on y survit. Pour te montrer l'ambiance qu'il peut y avoir, ils sont 50, dans 50 mètres carrés, donc une cellule collective avec des paillasses à même le sol, sans chauffage. On peut imaginer la puanteur qui est décrite par des visiteurs. Peu de ravitaillement avec les bateaux. Ils peuvent se retrouver pendant plusieurs jours sans nourriture. D'accord. C'est la réputation de cette prison qui fait que Alexandre Dumas viendra au Château d'If pour voir ce qu'est cette effrayante prison. Alexandre Dumas va s'en inspirer pour créer le fameux Comte de Monte Cristo. Le roman d'Alexandre Dumas, qui paraît au milieu du XIXe siècle, est un succès mondial immédiat. L'engouement pour cette histoire d'amour et de vengeance attire au Château d'If des centaines de visiteurs, impatients de découvrir la cellule d'Edmond Dantès, le héros imaginé par le grand écrivain. Dumas va revenir au Château d'If incognito, et quelle est sa stupéfaction? C'est qu'il rentre dans une cellule et découvre le fameux trou qu'il a imaginé dans son roman. Le fameux trou créé par l'abbé Faria et Edmond Dantès. C'est le moment clé du roman. Et qui a fait ce trou, Armel? Ce sont les gardiens de la forteresse pour s'approprier le circuit de visite de Dumas. Et tout le monde vient au Château d'If. On veut revivre l'émotion que l'on a eue dans sa lecture et aussi sentir l'odeur humide de ces cachots, quoi. C'est le génie créateur de Dumas. Ah ben, c'est trop bien qu'il l'ait refait, en tout cas. Oui. C'est passionnant. Donc là, Fanny, on arrive sur les terrasses du Château d'If. On a une vue à 360 degrés sur toute la rade de Marseille. On voit au loin le premier phare qui annonce Marseille, le phare du Planier. On voit l'archipel du Frioul, Omègue, la fameuse digue qui relie les Ah oui, la îles digue Berry, là. voilà, entre elles. Et puis, un peu plus au nord, l'hôpital Caroline. C'est curieux de voir un hôpital comme ça sur une île un peu perdue au milieu de l'eau. Oui, oui. On mettait en quarantaine tout bateau quand il y avait suspicion de maladie, d'épidémie. C'est un non-respect de cette quarantaine qui va faire que la peste va se répandre dans toute la Provence. Et d'ailleurs, le capitaine a été enfermé pour ça. Oui, J'ai enfermé cru au voir château. son nom sur une des cellules. Tu me montres ta vue préférée? Alors oui, c'est de l'autre côté. Au niveau des terrasses, on a une vue unique, incroyable, sur Marseille, comme tu peux pas la voir ailleurs. Oui, effectivement. C'est exceptionnel. L'Estac, le Vieux-Port. Et notre bonne mère. Et en Effectivement, face, qui trône comme ça. C'est magnifique. Les archipels de Marseille nous réservent encore d'autres splendeurs. À quelques minutes de la cité phocéenne, l'archipel de Riou est une réserve naturelle exceptionnelle. Et c'est par le sentier du littoral que Fanny se dirige sur l'un des plus beaux sites du parc national des Calanques. Bonjour Fanny, bienvenue à la baie des Singes, Merci, au Luc. Cap Croisette. C'est incroyable ici, c'est un lieu caché et insoupçonné. Exactement. Le garnier est le chef de ce restaurant, niché au bout du monde, face à l'archipel sauvage de Riou. En face, c'est une île qui fait partie de l'archipel. Oui, c'est l'île de Maille. C'est la plus grande des quatre. D'accord. En face, nous avons des ruines qui étaient une douane sous Napoléon III qui contrôlait l'arrivée des bateaux de marchandises. Contrôler l'arrivée dans L'arrivée des bateaux petite dans la passe passe, exactement. Ici, ça a toujours été un restaurant. Alors, c'est un restaurant depuis une petite quarantaine d'années. D'accord. Au départ, c'était une maison de pêcheurs. Luc, la spécialité ici, c'est le poisson. Absolument, Fanny, on fait poisson grillé, langouste, homard, bouillabaisse et soupe de poisson que nous allons cuisiner ensemble, si tu le veux bien. Ah oui, je veux bien. Plat emblématique de Marseille, Qu'est-ce que c'est comme poisson, Luc, là? C'est plein de Alors, petites... nous avons des petites girelles, nous avons... la bouillabaisse est un mets simple et familial dont les origines remonteraient à l'Antiquité. Nous allons mettre nos poissons. Étape indispensable dans la réalisation de cette mythique recette,
C'est fabuleux. La préparation de la soupe de poisson. Je touille? Oui. Là, regarde ce que je fais, je suis en train de les écraser. Non, non, mais c'est bon de toute manière. C'est À un vrai moment donné, on ne trouvera plus les poissons à la fin de la cuisson. Nous allons mettre un petit verre de pastis. Alors ça, c'est parce qu'on est à Marseille. Oui, c'est ça. Où est-ce que tu as appris cette recette, toi, Luc? Ah, j'ai appris cette recette ici, avec la famille. Et de fil en aiguille, d'année en année, eh bien, c'est moi le responsable de la soupe de poisson ici. Voilà, nous allons mettre du coulis de tomate. C'est la recette ancestrale de la maison. Cuisson à couvert à peu près pendant une bonne heure. En attendant, je vais te montrer les poissons de la bouillabaisse. Nous avons un Saint-Pierre. Là, nous avons 2 rascasses, un chapon, une vive, une vieille. Ici, c'est une rascasse blanche. Elle est surnommée aussi le bœuf dans la région. Peut-être par sa grosse tête. Par sa tête, je pense, ouais, c'est cela. Là, on est très chanceux aujourd'hui. On a vraiment... La pêche a été bonne. Ouais. Petit bichon, désolé. C'est la première fois que je cuisine avec un chef. Ah! Luc, dis-moi, quelle est l'histoire de la bouillabaisse? Alors, la bouillabaisse, c'était un plat de pauvres, des pêcheurs. Ils vendaient les plus beaux poissons et ils se gardaient notamment tous les poissons de roche qu'ils gardaient pour eux et qu'ils faisaient cuire dans une grosse marmite avec des légumes et des épices. Ça sent trop bon. Alors là, ça commence à bouillir. Quand ça bout, on va baisser le feu. Ok. D'où le nom bouillabaisse. Bouiller, baisser. Je savais pas du tout que ça venait de là, c'est incroyable. Voilà. Eh ben, je vais le retenir et j'espère que j'en ferai une aussi bonne que la tienne. J'ai hâte de la goûter. Alors là... Alors, allons-y pour la dégustation. Je t'ai préparé une petite table sur les archipels de Rio. Je vois ça. La là. plus belle terrasse de la maison. Bon, Fanny, je te souhaite une bonne dégustation. C'est délicieux, Luc. Merci. C'est super réussi. Là, il y a un bouquet de saveurs exceptionnel. Et on a toute la saveur de la Méditerranée. Une bouillabaisse au bout du monde, ça n'a pas de prix. Après Marseille et ses archipels, notre voyage en Méditerranée nous transporte tout naturellement sur l'étonnante presqu'île de Gien. Très attachée à la protection de l'environnement, Émilie Papaléo vit et travaille ici à l'indispensable préservation de cette merveille géologique. Je suis arrivée à l'âge de 3 ans de la région lyonnaise et j'ai grandi au début de la route du sel à l'Almanar. On me jetait là tous les étés. Je suis partie quelque temps faire mes études et finalement je suis revenue ici parce que c'est important, la nature et le retour aux sources. J'ai eu la chance d'être embauchée dans une association qui protège la presqu'île de Gien et depuis ce jour-là, je ne l'ai jamais quittée. Tous les jours, je découvre encore un petit peu plus de mon patrimoine naturel. En une journée, on peut changer d'environnement radicalement. Tout le monde peut y trouver son bonheur. Sur la colline de Hyères, Émilie retrouve son vieil ami, Michel Augias. En plus, toi, tu montes avec les mains dans les poches. T'as rien pour te rattraper, là. Ça m'équilibre. Michel est un féru de l'histoire géologique de la presqu'île. Pour débuter la visite, il a invité Émilie sur le plus spectaculaire point de vue de la ville. La vue est magique d'ici. Ah ouais, ben, tu vois, Émilie, on a l'île du Levant là-bas, Port-Cros, Porquerolles. C'est ce qu'on appelle les îles d'or. Ça a été baptisé comme ça. Et ici, après, on a Gien. Gien n'est pas une île, c'est donc une presqu'île. C'est une presqu'île parce que justement, il y a eu 2 bandes de sable qui se sont formées au fil du temps, D'accord. au cours des millénaires. C'est ce qu'on appelle des tombolos. Mais alors, c'est exceptionnel au niveau géologique, cette formation? Ah oui, un double tombolo, c'est extrêmement rare, c'est même exceptionnel. Hein. Il n'y en a que 5 dans le monde. Et... Ah oui, quand même. Ah oui, il y en a 3 en Europe. Hein. Donc tu vois, on a la chance d'en avoir un ici à Hyères. Voilà. Alors il faut le préserver. Ah, il faut le préserver. Mais là, actuellement, bon, c'est pas évident parce que le tombolo, il souffre en ce moment. Ben écoute, si tu veux, on peut aller voir ça d'un peu plus près. Je vais t'amener en bas. Hein. Ce site unique, vieux de 28 000 ans, est aujourd'hui doublement menacé par une pression touristique qui ne faiblit pas, mais aussi par l'érosion continue que subit le littoral. Bon, là, tu vois, Émilie, on arrive sur le tombolo ouest. Donc c'est bien celui qui est le plus fragile et le plus menacé.
Il est fragile surtout parce que lorsqu'il y a des tempêtes, le sable est emporté par la houle et va de l'autre côté de la route dans les marais salants. Donc là, ici, on a des installations pour essayer de limiter l'érosion. Ces barrières en bois, là, comme ça? Voilà, ces barrières en bois s'appellent des ganivelles. Alors, Des ganivelles. Ganivelles, ouais. Alors, c'est fait avec du bois de châtaignier. Et tu peux voir donc qu'à l'arrière, on a des ganivelles qui sont pratiquement enterrées. Elles ont joué leur rôle, c'est-à-dire que lorsque le vent a emporté le sable est venu se piéger sur les bois. Donc celles-ci, elles ont été plantées avant celles-ci, etc. Voilà, la ganivelle qui est là-bas, il y a à peu près que 20 à 30 cm qui dépassent. Initialement, elle avait cette dimension. D'accord, donc ça fonctionne en fait, ça piège bien le sable. Et ensuite, tu as la végétation à ce moment-là qui peut se développer. S'il n'y avait pas eu les ganivelles, tout ce sable serait parti de l'autre côté. Voilà, ça limite les dégâts, mais ça ne résout pas tous les problèmes. D'après toi alors, qu'est-ce qui va devenir ce double tombolo? Écoute, j'en sais rien. Mais ouais. Donc on laissera ce travail à nos générations futures. Nous, on a fait le nôtre et on a essayé de rendre compte un peu de son état pour que justement le problème soit mieux connu. De l'autre côté de la plage, il est un autre site qui, lui, est préservé de toute pression humaine. Enserrés entre les deux tombeaux de la presqu'île, les salins de Pesquier. Et pour cause, ces anciens marais salants sont une formidable réserve alimentaire pour les oiseaux migrateurs. Un patrimoine ornithologique précieux qu'Émilie va pouvoir admirer en compagnie de son ami Norbert Chardon. Du coup, on va se mettre là, on va commencer à compter les oiseaux. Norbert est ornithologue. Il assure, au sein de la Ligue pour la protection des oiseaux, le suivi des populations. Alors, on les compte espèce par espèce. C'est-à-dire, je vais caler la longue vue sur un petit groupe. Je commence par les avocettes élégantes. Donc là, il y en a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 avocettes, tu peux noter. C'est des oiseaux migrateurs qui viennent d'Afrique au début du printemps. Elles font leurs petits ici, elles les élèvent. Avocette élégante, c'est les petits noirs et blancs. Voilà, avec un bec recourbé. Ils ont un bec, oui, le bec, il monte. Voilà, il est recourbé vers le haut. Tu vois, Émilie, on est dans une zone vraiment unique. C'est une avancée dans la mer. C'est vraiment une poche de nature préservée au milieu de l'urbanisation. Il y a à peu près 300 espèces d'oiseaux. C'est remarquable, hein. Il faut savoir qu'en France, il y a à peu près 550 espèces d'oiseaux. Et ça a toujours été un site ornithologique? Non, avant, on faisait de la production de sel, là, ici, jusqu'en 1995. Donc ça s'est arrêté. Ça a été racheté par le Conservatoire du littoral et c'est devenu une réserve naturelle. Alors Émilie, là, je vais te montrer un ouvrage hydraulique qui témoigne de l'ancienne époque des salins, qui va être bientôt restauré. Ouais. Fais attention, là. Ah ouais. Là, c'est le chantier. Hein. Ouais, là, on va s'approcher. Alors, tu vois, voilà, c'est le tympan des Pesquiers, un ouvrage hydraulique unique en France, hein, qui servait à prendre l'eau dans les canaux. Ça tourne, il y avait des pales hélicoïdales qui ramenaient l'eau au centre. D'accord, voilà. Donc il a fonctionné pendant la période voilà, c'était à la grande époque des salins. C'est impressionnant, il ouais, est très gros. C'est vraiment assez unique. Hein. Du coup, on va repartir, on va continuer à compter les oiseaux. Allez, on y retourne. Alors déjà, il y a des flamants. Regardez, oui. Hop, ils descendent en volant, là. Ils vont se poser. Voilà, là, c'est bien rose, ceux-là. Hein. Voilà. Ils sont vraiment très, très beaux. Voilà, c'est vraiment les plus majestueux, quand même. Oui, c'est un oiseau donc emblématique de la presqu'île de Gien. Là, il y en a beaucoup, apparemment. Hein. Oui, sur ce bassin-là, il y en a pas mal. Hein. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tu comptes tous les individus? Oui, tous les individus, ouais. 51. Et d'où ils viennent alors, ces flamands-là? Quel est leur parcours? Alors, ils peuvent venir d'assez loin, par exemple Algérie, Tunisie, mais aussi de Grèce, d'Espagne. Il y a des colonies sur tout le pourtour méditerranéen. On essaye au quotidien de concilier donc le suivi scientifique
l'accueil du public et de préserver ce joyau naturel en Méditerranée qui est remarquable et très très rare. Merci Norbert, c'était une belle découverte. Pour clore ce voyage en Méditerranée, il existe un autre joyau à quelques encablures de la presqu'île de Gien. L'île de Porquerolles, la plus célèbre des îles de la côte varoise. Allons-y. Allez, c'est parti. Émilie retrouve Baptiste Lebert, un enfant du pays qui en connaît les moindres recoins. Son arrière-grand-père fut le propriétaire de l'île au début du XXe siècle, avant que Porquerolles ne devienne un parc national. Alors là, je t'emmène dans un petit endroit très sympa qui s'appelle le Langoustier. C'est à l'extrémité ouest de l'île. Ouais. Et ce que j'aime beaucoup ici, c'est que si t'aimes pas une plage, ben c'est pas grave parce que de l'autre côté, il y en a une autre. D'un côté le noir, de l'autre côté le blanc. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Alors là, on est sur la presqu'île du Langoustier, sur la partie la plus fine, la plus étroite. C'est très beau, dis donc. La plage blanche. Donc là, tu peux voir en face, c'est le fort du Petit Langoustier, qui date de 1660, qui a été fait pour protéger la baie de Toulon. Et ensuite, de l'autre côté, de la même époque, tu as le fort du Grand Langoustier. C'est vrai que c'est une plage très très belle, très naturelle, très paisible. C'est très, très reposant, très sympa. Après, on va aller passer de l'autre côté, côté sud. Après la plage blanche, on va avoir la plage noire. Et regarde. Ah oui. Tu vois, le sable est noir. Tu vois, ça là, juste ici, là, tu vois, je vais prendre dans ma main. Voilà. Donc tu vois, tu as des petites billes blanches, des petits graviers, voilà. Et après, tu as tout ce qui est noir. Tu vois. Le blanc, c'est du sable. Par contre, le noir, c'est du mâche-fer. On s'en sert pour fabriquer les routes. Aussi. L'histoire de cette plage est particulière. Entre 1825 et 1875, il y avait une usine de soude qui servait pour faire le savon de Marseille. Voilà. Et pour faire de la soude, il faut du charbon, du calcaire, du sel et d'autres matériaux. Tout ça, quand tu le brûles, ce qu'il en résulte, c'est du mâche-fer. Et tout le mâche-fer, ils le mettaient ici. C'est pour ça que tu vois ce contraste, la couleur orangée en bas et la couleur violacée sur le dessus. Voilà. Et tout ce mâche-fer, à force, donc c'est il y a 200 ans, eh bien, il est venu sur la plage. Alors, on pourrait croire que c'est naturel, alors que ça ne l'est pas vraiment. C'est joli à regarder, on garde. C'est ça. Allez, je t'amène ailleurs ? Allez, on y va. Voilà, on a pris le chemin pour arriver au Brégançonnet. Sur une plaine avec des champs de vignes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1912, mon arrière-grand-père a acheté l'île en cadeau de mariage à sa femme. C'est un beau cadeau, ça. C'est ça. Et dans ces années-là, il y a eu un très grave incendie qui a ravagé toute l'île. À la suite de ça, mon arrière-grand-père a fait planter des vignes, donc sur les 3 plaines de Porquerolles. Oui, pourquoi des vignes? Pour servir de pare-feu. Donc je ne sais pas si tu remarques, mais ces vignes, elles vont du nord au sud. Pour vraiment qu'il y ait une séparation distincte entre la forêt, le maquis et les vignes, pour que si cet incendie réapparaît, eh bien, il puisse être stoppé et que toute l'île ne soit pas ravagée. Ah oui, c'est judicieux. Eh bien, on va s'arrêter là. On va aller voir si le directeur du domaine de l'île est dans ses vignes. Il y est. Ah, alors je vais te présenter Nicolas Audebert. Bonjour Nicolas. Salut Émilie, salut Baptiste. Est-ce que les vendanges sont terminées là? Oui, on a fini les vendanges il y a une grosse semaine. Donc là, on est en pleine vinification. D'accord. On presse, on récupère le jus, on met ça dans une cuve. Si tu veux, on peut aller goûter justement un certain nombre de jus pour comprendre à quoi il ressemble et comment est-ce qu'ensuite on va travailler l'assemblage. Avec plaisir. Pour Nicolas, l'assemblage est l'étape la plus délicate de l'année. Chacune de ces bouteilles correspond à un cépage spécifique qu'il faut savoir marier pour élaborer le millésime de l'année. Tu les mélanges n'importe comment ou tu as... On met tout dans un grand chaudron. Et... Non, mais après, ce qu'on va faire, c'est effectivement déterminer quelles sont les proportions des vins qui marchent ensemble. Allez, zou. Ça, c'est une cuve, une parcelle. Début de fermentation alcoolique. T'as un petit goût de cidre. Par le cidre. Pamplemousse. Ouais. On a un côté pêche de vigne, pamplemousse assez frais. C'est assez floral.
Là, on a un rose presque fluo Ah ouais, là-dessus. ça, c'est Tagada, hein. fluo, hein. Un côté pivoine, un peu rose de mai, très fleur. Et dis-moi Nicolas, à quoi va ressembler le domaine de l'île l'année prochaine? On sait qu'on aura un vin avec beaucoup de fraîcheur. Et au niveau de la couleur? On va se retrouver sur une couleur finale qui est plus claire. Et alors tu vois là, donc ça c'est le millésime de l'année dernière. Par expérience, je peux te dire que si on assemble toutes ces couleurs-là, une fois qu'elles seront terminées et stabilisées, on va avoir quelque chose à peu près comme ça. D'accord. Merci pour ce cours Ouais, c'est super. d'œnologie. On reviendra quand la fermentation sera terminée. Exactement. Et le mélange effectué. Exactement. Il faut venir nous voir à ce moment-là. Au revoir Nicolas. Super, excellent. Merci. Merci hein. Merci. Donc là, je t'emmène au Chevreau, voir le coucher de soleil. C'est un endroit assez incroyable. C'est un de mes jardins secrets. Voilà, On grimpe encore là. Hein. on y est presque. Oh là. Voilà. Ah oui. Ah oui, c'est très beau. Ouais, j'aime bien venir ici. C'est un endroit magnifique. Avec là-bas la roche percée. Un peu plus en avant, on a la pointe du Brigançonnet, la pointe des Carrières. Et au fin fond, là-bas, avec le fort, on a le Langoustier. C'est magnifique. Je découvre vraiment un côté de Porquerolles que je connaissais pas du tout. C'est très beau. Pas de maison, pas de bateau, personne. Les Porquerolais adorent la liberté. Je me rappelle cette belle phrase de Baudelaire, homme libre, toujours tu chériras la mer. C'est sur ces mots du grand poète que notre voyage sur les îles de la Méditerranée s'achève. À vous à présent d'inventer vos prochaines escales pour une odyssée à coup sûr inoubliable.